La ligne de cœur. Jean-Marc Richard. Vous aviez envie de parler d'émotions, vous avez aussi envie de parler de solitude. Alors on va commencer par la solitude. Ce petit message de Michael. J'ai 37 ans et ma solitude est totale. J'ai peur d'un nouvel échec amoureux et je me rends compte que je m'isole de plus en plus. Comment sortir de cette solitude qui a fait de moi une loque sans projet et sans avenir ? Je suis seule, mais Sentir le pouls de la société. C'est ce que Jean-Marc Richard fait quotidiennement sur les ondes de la première. Comment vous faites quand le jardin émotionnel est à ce... Soir après soir, les auditeurs appellent la ligne de cœur pour lui confier leurs problèmes. ça m'isole. Les gens téléphonent rarement pour dire je suis seul. Ils téléphonent pour parler de leur situation, qu'elle soit sociale ou alors psychique. Et puis à un moment donné, la solitude ressort très fort. Et c'est comme une pudeur, comme une retenue de ne pas l'exprimer directement. Mais au terme de bon nombre de témoignages, la solitude ressort comme l'élément central. Oui. Je trouve qu'il y a énormément de solitude et parmi mes connaissances, il y a énormément de gens qui se retrouvent seuls le soir devant la télévision, éventuellement devant Internet. Solitude sentimentale. Solitude des jeunes. Des personnes âgées. Solitude due à la précarité. Au bout du fil, des hommes et des femmes parlent à cœur ouvert de celle qui a pris beaucoup trop de place dans leur vie. Et ils sont de plus en plus nombreux à la subir. Selon l'Office fédéral de la statistique, 36,1% de la population suisse avoue se sentir seule. À l'ère de la communication et des interactions permanentes, la solitude creuse pourtant son sillon, à l'abri des regards, en toute discrétion. La solitude, parfois, les gens nous oublient complètement. On n'existe plus. Ça, c'est quelque chose pour moi un peu pénible. Un des prix à payer pour la solitude, c'est la perte de confiance en soi. Je sais plus en quoi je suis bonne, je sais plus ce que je vaux. Enfin, pour être claire, j'ai l'impression que je vaux rien. À 55 ans, Adèle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Je me suis souvent posé la question de ma responsabilité dans tout ça. Je choisis quand même mes partenaires, c'est pas seulement eux qui me choisissent. Donc comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs, qui ont le choix, visiblement. On pourrait dire, moi aussi j'ai le choix. Ben non, moi, je sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient « je t'aime » ? Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant, j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille. En plus, je suis rien dans cette société. Je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu. J'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça. Hein. Je le sais, je provoque un peu. Que disent vos amis de votre situation actuelle ? Ils savent plus quoi dire. Certains même m'ont dit que j'étais lourde. Parce que j'avais toujours des problèmes, toujours les mêmes. Depuis longtemps, je suis plus invitée par des couples. Je suis pas intégrée à des activités de couple. Parce que je dérange, parce que j'ai pas les mêmes choses à dire, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, croit-il. Et ça, c'est très dur. Les moments les pires, c'est les repas.
Donc je mange devant la télé parce que ça fait une sorte de bruit. J'ai l'impression de faire quelque chose. Mais je mange à toute vitesse. Je trouve que j'ai pas de stimulation intellectuelle, donc je rumine, je dors très très mal. Je peux pas ventiler mes problèmes ou mes joies de la journée avec un compagnon. Parmi les accidents de la vie, les divorces. Ils précipitent hommes et femmes dans le vide. L'atterrissage est rude. Mais si des hommes retrouvent vite chaussures à leurs pieds, dès la quarantaine, beaucoup de femmes restent sur le carreau. Je pense que même avant d'être maman, je m'étais toujours organisée quand même dans ma vie pour ne pas être seule. Donc du coup, quand là, la vie m'a imposé cette solitude-là, ça a été, je crois, on peut mettre l'image d'un tsunami. Stéphanie fait partie de ces innombrables femmes divorcées. Elle a connu le bonheur à deux, la vie en famille, puis plus rien. À l'aube de l'adolescence, sa fille unique est partie vivre avec son père et a coupé les liens. Souffrance et solitude sont alors entrées dans sa vie. C'est comme si j'étais une vague qui allait s'éclater contre un rocher, mais d'une violence. Cette douleur-là qui a été vive pendant des mois et des mois, c'était assez difficile, cette souffrance. Donc ça a été des mois et des mois où j'étais en miettes, ouais. Je m'étais coupée du réseau d'amis que j'avais parce que c'était essentiellement des amis qui avaient des enfants de l'âge de ma fille, d'Anaëlle, et puis des gens que j'arrivais plus à voir parce que de les voir en famille avec leurs enfants, c'était trop douloureux pour moi. J'arrivais même plus à être heureuse pour eux. J'ai eu besoin de me retirer et puis de me réparer. Je crois que je me sentais un petit peu comme une louve blessée qui repart dans sa grotte pour panser ses blessures. Stéphanie aurait pu sombrer ou se noyer dans une bouteille de vin. Elle a choisi de combattre et d'affronter la solitude avec une première épreuve, une marche de 12 jours dans le désert. J'ai passé mes journées à marcher dans le silence. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit aussi. Et cette solitude amplifiée par l'immensité du désert aurait pu me faire sombrer, mais je crois qu'elle m'a permis de me redresser et de marcher, d'aller de l'avant. Stéphanie reprend goût à la vie, mais l'absence d'un compagnon et le manque de tendresse se font sentir. J'ai fait partie de ces nombreuses femmes qui sont sur des réseaux de rencontres. Et puis c'est vrai que c'est assez rapide. Ça a été aussi beaucoup le besoin d'être assurée en tant que femme. J'ai eu des rencontres assez courtes comme ça, mais qui ont peut-être même à ce moment-là encore rempli le vide que je ne voulais pas assumer. Donc cette peur de la solitude, justement. Est-ce que ça permet de briser la solitude? Mais je crois que c'est comme tous ces substituts qu'on se crée quand on refuse la solitude. C'est très addictif, c'est très rassurant dans l'instant. Ça vous donne effectivement l'impression d'être plus seul, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un avec vous, là, quelques heures. Mais la cause ou ce qu'on fuit n'est pas fui longtemps. Donc, le retour de manivelle, il n'était pas simple pour moi. Ça m'arrive de passer un week-end où je parle à personne. Des fois même, ça m'est arrivé dans ma vie de jouer des jeux, de faire semblant que j'avais eu un week-end extraordinaire alors que j'étais restée avec mon chat. La solitude, c'est un moment, surtout quand ça se prolonge, où on n'est jamais touché. Et ça met tous les sens sous le boisseau en quelque sorte. C'est comme si tous mes sens étaient étouffés. Un chat, c'est vraiment aussi une façon d'être touché et de toucher. Je le caresse, il aime être caressé, il vient vers moi, il met sa petite patte. Ça m'a apporté quelque chose que j'avais pas imaginé au moment où j'ai pris le chat.
Qu'est-ce qui reste quand même dur à faire seul? J'ai envie de dire l'amour. C'est moins rigolo. C'est moins chouette. La nuit tombée, de se blottir contre quelqu'un qu'on aime, cette tendresse-là, elle me manque par moments, oui. Et quand vous voyez des couples dans la rue, ça vous procure quoi comme sensation? Alors ça dépend. Il y a eu des phases où il m'énervait profondément. Je l'ai trouvé agaçant. Et puis maintenant, quand je vois des couples qui sont dans cette tendresse, dans cet amour, je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Il y a quelque chose en moi qui vibre et je suis non seulement heureuse pour eux, et puis je me dis waouh, ça c'est possible. Ça a été un long processus. Ça a été tout un cheminement intérieur d'acceptation de la solitude. Je ne vais pas dire que j'en suis une grande amie. Je pense que, en tout cas, moi, je ne cherche pas à être tout le temps avec elle. Mais quand elle est là, parce qu'elle est là, c'est plus un problème comme ça l'était il y a 2 ans. La solitude a de multiples visages et elle ne se vit pas mieux au masculin. Divorcé sans enfant, Pierre-Alain a 35 ans de solitude au compteur. À cette peine est venu s'ajouter le passage à la retraite. Un cadeau empoisonné. Dans un premier temps, je me réjouissais parce que je me dis voilà, il n'y a plus de boulot, vive la liberté, plus rien à faire, grasse matinée, etc. Puis après, je me suis rendu compte que justement, c'est pas évident. Parce que, en étant déjà seul avant, eh ben, en se retrouvant encore plus seul, parce que là, c'est de nouveau, vous retrouvez des activités. Le Neuchâtelois a décidé de lutter contre la solitude en s'inscrivant sur On va sortir. Ce site gratuit compte 11 000 membres actifs en Suisse romande. OVS, comme l'appellent les initiés, ce sont des solitudes qui se rencontrent. Sous le pseudo Sultan, OVS est devenu toute la vie de Pierre-Alain. Il n'y a pas un radar là au bout? Sultan est ce qu'on appelle un membre d'or. Il compte une centaine d'amis, organise ou participe à 4 ou 5 activités par semaine. Un véritable marathon contre la solitude. Depuis que j'ai découvert ça, je me sens moins seul. Et puis avec OVS, on a des amis, on est occupé, quoi. On n'a pas trop discuté de solitude, mais on en parle quand même, oui. De parler de solitude, c'est un petit peu un sujet tabou dans les personnes qu'on connaît parce qu'ils sont tout seuls, mais ils viennent pour la sortie. Merci d'avoir organisé. Mais c'est à vous parce que d'abord, des fois, c'est pas évident avec tout ce qu'il faut faire et puis tout le monde est là. Ça, c'est déjà un succès. Le creux du vent, là-bas. Comment vous l'imaginez, la compagne idéale? Personne n'est parfait, mais de pouvoir être quelqu'un où on peut échanger, partager, et puis être sincère dans tous les sens du terme. Mais c'est difficile à trouver? C'est très difficile parce qu'il arrive un âge que les gens ont une certaine vie déjà par rapport à mon âge, et puis il y a un vécu des gens et c'est pas évident. Allez, c'est bon. Le plus difficile, c'est quand on rentre à la maison et qu'on se retrouve qu'il n'y a personne chez soi. Alors qu'on vient de passer des moments fabuleux avec toute l'équipe de la sortie et on se rend compte qu'on se retrouve seul. Puis ça, pour moi, c'est difficile, oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Une sorte de frustration ou de malaise parce que on aurait voulu continuer la sortie, mais aussi qu'il montre peut-être une personne à la maison. Et cette personne, vous la cherchez? Ben oui, je la cherche encore. C'est pas évident, mais un jour peut-être. Mais bonne nouvelle, à l'échelle de l'économie, un solitaire n'est jamais seul.
ils représentent un juteux marché. Le nombre de sites de rencontres explose et les affaires vont très bien pour eux. Ces poules aux œufs d'or génèrent des milliards. Rien qu'en Suisse, pour 2016, on comptait 675 000 utilisateurs par mois. Et même les voyagistes s'intéressent à eux. Comment ça va? Ça va, toi? Bien et toi? Oui. Alors, comment ça va depuis ce dernier week-end à Paris? Oh bah ça va, mais surtout je suis très impatiente de faire un nouveau voyage avec toi. Ouais, d'accord. À Genève, Alain Zurcher a bien compris ce trend de société. Il a fondé Club Illis, une agence de voyage qui s'adresse aux gens seuls. En 5 ans, son chiffre d'affaires a progressé de 100% par année. Et qu'est-ce que viennent chercher les clients? La compagnie? Surtout, c'est de partir sans devoir être seul, se retrouver seul à table, seul dans les visites. Et puis il y a tout, disons, voyager seul coûte plus cher. Donc il y a pas mal de paramètres qui font que c'est plus intéressant de voyager avec un système accompagné où on partage avec d'autres personnes. Avant je voyageais toute seule et c'était assez difficile souvent, mais là je me sens très accompagnée, disons. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont aussi un peu seules et qui aiment beaucoup les voyages. Et voilà, et on se fait des amitiés comme ça. Sur notre plateforme sur Internet, on crée la possibilité de voir avec qui vous allez partir, puisque les participants ont un profil. Mais avant le voyage, on se réunit et on fait connaissance. Ce qui fait que le premier jour, vous savez déjà vous avez déjà une idée des personnes avec qui vous allez voyager. C'est aussi notre travail de faire attention que tout le monde soit impliqué, que les gens ne soient pas laissés de côté, parce que des personnes un peu timides peuvent vite se retrouver en marge. Donc l'idée est de faire participer tout le monde, que les gens soient à l'aise, et ça se fait dès le départ. Sur le septembre, on a encore de la place. Marie Lapaquet est une fidèle cliente de Club Illis. Elle est revenue au pays après 40 ans passés en Espagne. Des sapins Noël dans toutes les couleurs, elles ne sont pas voilées. Et là, c'est difficile de se faire des amis à Genève? Ah oui, c'est l'endroit le plus difficile au monde, je crois, si j'ose dire. Les gens sont très polis, mais très froids, et ils sont enfermés dans leurs habitudes, et c'est plus difficile que dans les autres pays. Par exemple, en Espagne, rien que de dire bonjour aux gens, c'est chaleureux. Et ici, c'est un peu la mentalité entre deux montagnes, un peu enfermée. C'est donc dans un esprit d'ouverture que la ville de Zurich teste depuis 2 ans le vivre ensemble de demain. Mehr als Wohnen, c'est 13 immeubles et 1200 habitants qui se rencontrent sur la place publique, dans les jardins ou les 800 mètres carrés d'espace commun. Architectes et sociologues se sont donné la main pour favoriser les contacts. Et le concept va même plus loin. Des appartements appelés clusters sont conçus pour la vie en communauté. Voilà la pièce de séjour. Ici, nous regardons parfois des films. Il y a un beamer et on projette le film contre le mur. Nous jouons, nous discutons ou traînons dans cette pièce, c'est le salon commun. Là, c'est la cuisine et la salle à manger. Nous cuisinons et mangeons la plupart du temps ensemble. Quand le temps est beau, dehors, sur le balcon, ou ici dans la salle à manger. La règle est, soit on aide à faire le repas, soit on aide au rangement ou à la vaisselle. Si on veut manger, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, chacun des 11 colocataires possède son propre studio intégré dans l'appartement. Cette pièce, nous l'utilisons comme bureau. Nous travaillons tous les deux ici avec Elisa, ma femme. Ça, c'est nos ordinateurs. Et ici, il y a une deuxième pièce. On arrive dans la chambre à coucher. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a la salle de bain, nos animaux en bois et des plantes.
c'est tout. Robert et sa femme vivent dans ce cluster depuis 1 an. Auparavant, le jeune couple germano-hongrois habitait à Berne, où ils se sentaient bien seuls. Depuis qu'ils ont déposé leurs valises ici, c'est une renaissance. Le plus beau cadeau d'une grande colocation, c'est évidemment la communauté. Le top, c'est qu'on n'arrive pour ainsi dire jamais dans un appartement vide quand on rentre à la maison. J'ai connu plus de personnes en 7 jours ici dans ce quartier qu'en 7 ans à Berne dans notre petit appartement. Et on fait une fête 1 fois par année avec environ 100 personnes. Je peux dire que c'est définitivement mon chez-moi ici. Et je considère mes colocataires comme ma famille. Mais pour ceux qui sont allergiques à l'esprit communautaire, Mehr als Wohnen propose des micro-appartements, une tendance innovante qui répond à un réel besoin. En effet, aujourd'hui en Suisse, les logements d'une seule personne représentent la forme d'habitat la plus répandue, soit 35,2% de tous les foyers. Cette solitude, d'autres la choisissent, la revendiquent et la portent en étendard. C'est ce que font André, Isabelle et Alain. La vie de couple ne m'a pas convenu. La vie en elle-même, la vie du couple n'était pas faite pour moi. Voilà, je suis vraiment trop libre pour vivre avec quelqu'un. Alain ne se fera plus avoir. Pourtant, tout avait bien commencé. 10 ans de vie à 2, faite de voyages et d'insouciance, la Dolce Vita, jusqu'à l'arrivée de leur fille. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le bouleversement hormonal dû à l'accouchement. Donc là, elle est passée de la gamine que j'ai connue à la femme qu'elle était devenue. Elle est devenue mère. Donc voilà. Donc il y a eu le meurtre du père. Bon, ça, je l'ai pris sur moi. Ça, on peut le comprendre. Mais entre le meurtre et l'acharnement sur cadavre, après, voilà, c'est plus la même chose. Donc, c'est ce qui a fait que j'étais malheureux. Et puis voilà, finalement, elle m'a foutu dehors. Et qui, voilà, maintenant que le recul, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Étant petite, j'étais déjà très méditative et très souvent dans mon coin. Donc je me retirais un peu du monde pour méditer, pour avoir mes pensées, pour être dans ma bulle, comme une sorte de protection. Son côté farouche, Isabelle l'assume parfaitement. À 46 ans, divorcée et sans enfant, cette passionnée de nage en eau vive a toujours chéri sa solitude. Mais pour une solitaire, être en compagnie peut tourner à l'épreuve. Ça m'arrive de me sentir seule en groupe ou même avec des amis. Dans certaines circonstances, quand le groupe dépasse un peu le temps de mes limites. Je me sens un peu terrassée par le groupe. Et puis, il faut que je me retire quelque part. Le fait de vivre seul, c'est quelque chose que j'aime. Déjà, se retrouver soi-même, faire le point. Aussi, ne pas rendre de compte. Pour moi, c'est extrêmement important. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Je mange si je veux, quand je veux, où je veux. Pareil pour dormir. À un moment donné, la vie a fait que je suis revenu aux fondements que je connaissais et qui, pour moi, sont une valeur sûre, effectivement. J'ai vécu quasiment, je pourrais dire, des moments de grâce en étant seule. Par exemple, dans la nature. Et ça, je dois dire que c'est des moments, pour moi, ça s'apparente vraiment pour moi au bonheur. Je sais que j'ai ressenti cette sensation parce que j'étais seule. J'ai vécu des choses à l'intérieur de moi qui font que si vous êtes avec une personne, vous partagez, certes, mais vous n'allez pas ressentir les mêmes choses.
C'est quelque chose, je pense, que les solitaires comprennent très bien. Il y a besoin de rien d'autre. Vous êtes juste bien, juste à votre place, juste heureux. La solitude m'a amené à beaucoup de belles découvertes de moi et aussi de ce qui m'entoure. Dans une autre vie, André était entrepreneur à la tête d'une PME. Marié et père d'une fille, il a décidé de changer de vie à 35 ans. Pour suivre son chemin intérieur, il a fait de la solitude un art de vivre. La solitude, ça me permet d'être face à moi-même, de rencontrer des aspects de soi pas toujours très confortables. Donc ça amène aussi sa dose d'inconfort parfois. Mais ça permet d'être plus authentique et de ne pas chercher constamment à compenser des manques ou des blessures personnelles à travers ma relation à autrui. Si par exemple on manque d'estime de soi, on va chercher quelqu'un qui nous flatte, qui nous caresse dans le sens du poil, si on peut dire comme ça, et on aura ce sentiment d'être valorisé, mais sans pour autant avoir cette sécurité au fond de soi. On attend beaucoup de l'autre, on attend que l'autre nous rende heureux ou heureuse. Et forcément, on peut aller que vers un échec ou vers une grosse déception. Pourquoi ? Parce que notre bonheur nous appartient, il n'appartient pas à l'autre. Et c'est à nous d'être heureux. Ensuite, on peut partager ce bonheur avec l'autre. Mais ce n'est pas en le cherchant à travers l'autre qu'on va réellement s'épanouir dans la vie. Bien entendu, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin de copains, j'ai besoin de copines pour enrichir ma propre personne. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'une épaule, d'une béquille pour avancer dans la vie ? Que Dieu m'en préserve, pour le moment, non. Certaines fois, je souffre de ne pas peut-être avoir une épaule qui est là pour moi, quand je traverse des difficultés dans la vie, ou même quand je partage des choses très positives et que j'ai envie de les partager avec quelqu'un. Il y a des gens qui vous disent que c'est égoïste, cette façon de voir les choses. Souvent, ce sont des femmes qui me parlent comme ça. Tu te protèges, tu as peur de souffrir. Il y en a tellement, tu es sociopathe, mais tu nous ferais pas ton coming out. Bon, ça m'a toujours fait rire. Tu es misogyne, et il faut te mettre à la place des femmes. Tout est ramené, une fois de plus, bonheur, couple, seul, malheureux. C'est l'équation immuable. Le regard des autres femmes peut être certaines fois pesant, parce que on a l'impression, moi j'ai l'impression certaines fois d'apparaître un peu comme un danger, une prédatrice qui arrive là parce que moi je suis célibataire et puis que potentiellement je peux éventuellement prendre une place qui n'est pas la mienne a priori. Je peux très bien comprendre ça en tant que femme, c'est-à-dire que je vais pas insister, je vais pas rester, je vais pas provoquer, je vais me retirer. Est-ce que les copains vous envient ? Je pense que quelque part, oui. Peut-être que de temps en temps, ils se disent « Putain, ce con-là, il a du bol parce que il n'a pas de compte à rendre, il fait ce qu'il veut, quand il veut sortir, il nous appelle, et ben moi, je dois demander à Bobonne si je peux aller au stade, je demandais à Bobonne si la semaine prochaine, je peux aller au ski, etc., etc. » Donc ça, c'est des choses que j'entends, oui, très certainement. Ils m'ont jamais dit clairement « On t'envie ». Voilà. On peut le déduire. Au niveau sexe, vous faites quoi pour rencontrer les gens ? Un peu, en fait, opportunisme. C'est relativement... C'est pas compliqué d'aborder ou de rencontrer une fille dans la vie de tous les jours, hein. Que ce soit au supermarché, en ville, à l'aéroport, dans un avion, en vacances, sur Internet. Il y a plein.
On peut s'imaginer vivre seul et avoir plein d'aventures, mais ce n'est pas mon cas. Personnellement, je vis plutôt bien, étrangement, en tant qu'homme, l'abstinence. Moi, je l'estime comme une chance parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans des dépendances par rapport à ça ou qui font tout leur choix en fonction d'attirance purement physique. Et souvent, ça peut les amener à des choix pas toujours très heureux. Donc moi je trouve bien de pouvoir voir l'être humain avant de voir l'objet sexuel, si on peut dire comme ça, qu'il soit masculin ou féminin. André partage son temps entre l'accompagnement aux mourants et l'écoute des vivants. La solitude, il en entend beaucoup parler. Oui, assez fréquemment, de différentes manières. Il me parle souvent plus de la peur de vieillir seul, parce que du temps qu'il y a l'autonomie, cette solitude est parfois encore relativement bien vécue, mais surtout la perspective de se retrouver, de passer les années et de se retrouver seul. Parce qu'à deux, c'est toujours plus simple. Quand l'un va moins bien, l'autre peut s'en occuper, l'autre peut l'assister. Donc oui, il me parle fréquemment de leur manque. Les années passent et la vieillesse s'installe. Les enfants font leur vie, les amis disparaissent l'un après l'autre et le conjoint finit par s'en aller. La solitude qui s'était tenue éloignée prend désormais ses quartiers inexorablement. Pourquoi vous avez installé une guirlande autour de votre porte? Parce que j'ai l'impression d'être accueillie. Je ne rentre pas seule. On m'attend, puisqu'il y a des lumières. À 74 ans, Nancy a travaillé toute sa vie dans une banque privée. Devenue mère à l'occasion d'un premier mariage, elle a divorcé et a retrouvé l'amour à 50 ans. Avec Édouard, c'était merveilleux. Vraiment, on était très complémentaires. On a eu une vie... de joie dans la musique, dans l'art en général. On aimait bien manger, on aimait bien sortir, voilà. Après 20 ans de bonheur, son deuxième époux est décédé d'une maladie dégénérative. Le fait de devoir m'occuper de lui, c'était encore du bonheur. Non pas de le voir malade, mais d'avoir cette tâche. J'avais un but. Je servais à quelque chose. Et c'est ce qui me manque maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souffrez de solitude? Je souffre de solitude, oui. Parce que j'ai des amis, je sors avec des amis, mais au moment où je franchis le seuil, je suis seule, face à moi-même. Et disons que me retrouver face à moi-même, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de vivre pour et à travers les autres. Voilà. D'où ce sentiment de profonde solitude. Bonsoir, Ninette. Oh, je te dérange un petit peu, mais tu vois. Votre fille, vous la voyez souvent? Pas aussi souvent que je le souhaiterais non plus, mais je la vois. Mais elle a ses propres soucis, elle travaille, elle doit beaucoup s'investir pour l'éducation de ses enfants. Et puis elle a son mari. Et puis ils ont leur vie sociale, leurs amis qui sont des gens de leur âge. Donc voilà. Il y a des Noëls que vous passez seule? C'est arrivé, oui. Parce que ma fille, son mari, les enfants font des sports d'hiver. Je suis très heureuse pour eux. Ils sont à la montagne et fait donc le 20 Noël. Voilà. Mais passer les Noëls seuls quand on a une famille, ça fait quoi? Ça fait que je m'achète un petit peu de saumon fumé, une demi-bouteille de champagne, que je m'ouvre ma demi-bouteille, je me fais sentir, je mange mon saumon, puis après je vais à la télévision, je dis on va regarder ce qu'il y a. Voilà. La solitude des personnes âgées, Muriel Melchior, infirmière à domicile, est en première ligne pour l'observer. En Suisse, selon les derniers chiffres, l'aide et les soins à domicile ont augmenté de 15% en une année. Revers de la médaille, les seniors se sentent bien seuls chez eux. Cet après-midi, Muriel Melchior rend visite à une octogénaire vaudoise qui vit seule depuis la mort de son mari.
Vous aimez bien faire à manger? Oui, je faisais bien la cuisine à une époque. Ça a passé comme bien des choses. Oui. Vous avez moins envie? Quand on est toute seule, on n'a pas envie de faire des gueuletons. Hein. On se range le frein, comme on dit. D'accord. C'est triste. La journée toute seule, encore à table tout seul. Promener toute seule, je ne sais pas aller promener toute seule. Ouais. Qu'est-ce qui vous dérange de vous promener toute seule? Ce qui me dérange? Oui. Qu'est-ce qui... Je suis mal à l'aise, parce que je parle pas, et puis je vois les autres qui parlent, qui rigolent. Il y a des fois maintenant, je vois que je suis vieille, hein, parce que ça me coûte de sortir. Je n'ai plus le même... L'envie ou l'énergie, ça serait quoi plutôt? Non, le goût. J'ai plus le goût. Ouais, le goût d'aller, de venir, d'avoir du plaisir. Prendre du plaisir, j'ai plus autant de plaisir que j'en ai eu à une époque. D'accord. Pourquoi beaucoup de personnes âgées restent enfermées chez elles? Alors c'est une manière de protection. Je me protège. Mon lieu de vie est un lieu de réconfort et de confort. Je me sens en sécurité. Jusqu'au moment où cette solitude devient plutôt quelque chose d'une souffrance, d'une grande souffrance, voilà, et puis ça s'installe dans un bruyant silence. Mais pourquoi elle ne cherche pas le contact avec les autres personnes âgées? Une personne âgée qui a des difficultés, qui a de l'arthrose, où son corps aussi se transforme, le visage se modifie, des rides, des taches, les cheveux deviennent gris, puis blancs, ou peu de cheveux, moins, etc. C'est toute une image corporelle qui est quand même difficile à avoir, et donc on peut se cacher. Ça veut dire que c'est pas conscient, mais je peux sortir, je vais me retirer de ce monde. Le déclin du corps et de l'esprit, Nancy fait tout pour le combattre. Elle suit des cours de maintien, sort, va au restaurant. Mais dans la journée, certains moments restent plus difficiles que d'autres. Je crois que c'est se lever le matin, puis dire voilà une nouvelle journée qui commence. Tu vas aller faire ton café, prendre ton petit déjeuner. C'est ça, c'est de se motiver pour vivre cette journée le mieux possible. Il y a des jours où je ne m'habille pas, je ne me maquille pas, j'ai pas envie de sortir. Et puis le soir, je regrette, je me dis voilà, une journée perdue. Puis au fond, c'est trop tard, puisqu'on peut pas revenir en arrière. Ce serait quoi votre vœu le plus cher? Eh bien, je vais vous dire, j'aimerais bien ne pas finir ma vie en femme seule. Ça paraît stupide, mais non, j'aimerais bien. Alors que les plus âgés rêvent de ralentir la course du temps, sur les écrans, la vie défile comme un tourbillon. Aujourd'hui, tout va toujours plus vite dans un monde toujours plus connecté. Et tous ceux qui ne suivent pas le mouvement restent sur la touche. Pourtant, il n'est pas rare que des jeunes délaissent les réseaux sociaux. Raphaël, 24 ans, est timide et introverti. Il a essayé Facebook et n'y a pas trouvé son compte. Le site n'a fait qu'accentuer sa solitude. J'allais sur ce réseau, je voyais les gens que je connaissais et sur leur page, il y avait toutes ces choses incroyables, les fêtes entre amis ou les choses incroyables qui se passent dans leur vie, alors que moi à côté, il n'y avait pas toute cette excitation, je n'avais rien à raconter. Et donc, ça me faisait vraiment me sentir pire parce que je me disais, mais pourquoi tous ces gens s'en sortent aussi bien alors que moi j'ai rien, sur ma page, j'ai quelques amis et c'est tout. Et donc, ça me faisait honte aussi, quelque part. Ce que les études ont pu montrer, c'est qu'effectivement, certaines personnes peuvent se sentir très seules après avoir passé plusieurs heures à consulter Facebook. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, sur Facebook, si soi-même on ne se sent pas forcément bien dans sa peau, on a devant soi un incroyable kaléidoscope du bonheur des autres.
un ensemble de mise en scène de soi qui va montrer les événements heureux, les réussites des uns et des autres. Et soi-même, si on a un petit doute, on va se dire, moi, ma vie n'est pas aussi extraordinaire que ça. Moi, je suis peut-être le seul à ne pas être capable d'être heureux comme les autres sont en train de le faire. Ça m'a toujours frappé si on participe à une soirée où pas grand-chose ne se passe. Tout d'un coup, on voit un groupe de personnes se mettre dans un coin, prendre un selfie d'eux-mêmes tout en souriant, et pour valider le fait qu'ils passent une soirée extraordinaire. Puis après, une fois que le selfie est pris, chacun repart de son côté. Et en vérité, les productions des réseaux sociaux sont remplies de ces mises en scène pas seulement de soi, mais de sa sociabilité et surtout la validation du fait qu'on est en train de partager des événements intéressants. Je n'aime pas le fait que si je faisais mon propre compte Facebook, je devrais alors peut-être faire la même chose. Je devrais alors mentir et puis m'ajouter plein d'amis que je ne connais à peine. Je devrais aussi aller à travers toutes mes photos et puis ne prendre que les plus belles et puis faire une fausse image de moi-même. Et je n'ai pas envie de faire ça. J'ai l'impression que c'est juste mentir. Mais en contrepartie, si je ne le faisais pas, si je restais vrai à moi-même et que je ne gardais que mes vrais amis et puis que mes vraies expériences, alors je serais probablement mal vu. Les gens arriveraient sur mon compte et se diraient « Mais c'est qui celui-là? Il ne vit pas. » Est-ce que vous vous sentez en décalage avec les autres jeunes de votre âge? Oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un de mon âge, il y a beaucoup de choses que j'essaie de cacher. J'essaie notamment de cacher tout cet aspect que je suis un peu seule. Et je suis aussi souvent très jaloux parce que quand je rencontre de nouvelles personnes, ils ont plein d'histoires intéressantes à raconter. Donc ce qui me fait aussi un peu mal, c'est que j'ai l'impression de rater beaucoup de choses avec tout ce temps, toutes ces années que j'ai passées sans vraiment avoir beaucoup d'amis. J'ai l'impression que j'ai raté beaucoup d'occasions. Vous êtes déjà tombé amoureux? Je ne pense pas. Bien sûr, quand j'étais plus jeune, à l'école secondaire, etc., on a eu nos petites histoires, mais je ne pense pas qu'on peut compter ça. Alors non. En dehors de ça, non. Et ça vous manque? Oui, c'est effectivement quelque chose que je veux, mais je ne fais pas trop d'illusions là-dessus, dans la mesure où une relation amoureuse, c'est une relation amicale, mais en plus. Et donc, si moi je peine déjà au niveau des relations amicales, je ne prétends pas que je vais m'en sortir bien avec une relation amoureuse. Finalement, c'est une psychologue qui l'a aidé à accepter son caractère introverti. Mais son cercle d'amis ne s'est pas agrandi pour autant. Aujourd'hui, Raphaël partage son temps entre la recherche d'un premier emploi et les séries américaines. J'apprécie beaucoup les bonnes séries, les bons films, mais c'est aussi... ces séries m'aident à faire émerger certaines émotions que je garde à l'intérieur de moi. Et donc j'aime bien me plonger dans une série, parfois même dans un film très triste. Et le fait de pleurer à la fin d'un film très triste, ça me calme moi-même, comme si j'avais un certain besoin de faire sortir des choses et que regarder que me projeter sur ces personnages m'aide un peu. Comment vivez-vous aujourd'hui, Aziz, alors? De quoi vivez-vous? Oh là 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 là. D'accord. L'enfer. Ça veut dire, j'ai des dettes partout. J'arrive pas à payer le loyer. Je dois être expulsé normalement le 1er mai. On constate maintenant depuis 2 ou 3 ans une augmentation forte des témoignages liés à la précarité. Et dans ces témoignages, on a
aussi souvent, et même très régulièrement, des gens qui nous parlent de solitude. Ils nous disent qu'ils n'arrivent plus à faire face, et puis qu'ils n'osent pas demander de l'aide, et qu'ils se sentent complètement esseulés, complètement abandonnés. C'est un terme qui revient souvent, comme si on n'était plus citoyen, comme si on faisait plus partie de la page du livre, de la vie de chacune et de chacun, qu'on était rejeté complètement dans la marge, et même au-delà de la marge, parce qu'on a des soucis de précarité, de pauvreté. Accident, maladie, chômage, assistance sociale. Quand la vie vous tombe dessus et que la solitude vient appuyer la sanction, c'est alors la double peine. Une double peine qui porte un nom, l'exclusion sociale. À l'ALCIP, association de lutte contre la précarité et les injustices installée à Genève, les plus démunis peuvent venir se ravitailler et partager leurs problèmes 2 fois par semaine. Au bénéfice de l'aide sociale, seuls tous les 2, Patrick et Corinne, viennent donner un coup de main. Dans quelles circonstances vous avez connu la solitude? Alors après avoir eu un accident de travail qui m'a coûté un œil, et moi évidemment juste après j'ai déprimé pendant presque 6 mois, je suis resté enfermé à la maison, et du coup j'ai perdu toutes les connaissances que j'avais à l'époque, toutes les connaissances de travail, toutes les relations de travail en fait. Donc on se retrouve vite seul. Durant la semaine, est-ce que vous voyez des gens? Non, personne. Qui s'intéresse à nous? On est à l'hospice, on n'intéresse plus personne. Je vois de temps en temps mon fils, mais il a 34 ans et vit sa vie. Et puis j'ai les petits-enfants que je vois plus parce que je suis à l'hospice. Et puis on n'est plus intéressant pour les autres, donc on se retrouve très seul. Dès qu'on perd son travail, tout ça. Je connaissais des patrons, carreleurs ou peintres ou comme ça, et j'ai vu à travers leurs yeux que le regard qu'ils avaient sur moi avait changé. Rien que du fait de savoir que je me retrouvais à l'hospice, plus dans le même système qu'eux. Et ça fait mal aussi. Ouais. Et la famille? Plus de contact, la honte. Vraiment, j'ai rompu tous les contacts. J'avais de la famille en Suisse allemande, mais je leur ai plus donné de nouvelles depuis 5 ans. C'est bête, mais ouais, effectivement, on n'est pas fiers de ça, donc c'est difficile à porter, quoi. Et vos petits-enfants, pourquoi ils viennent plus? Moi, j'ai plus les moyens de faire des cadeaux ou de les prendre de temps en temps. J'en ai 4. Et puis les mères ont décidé, mamie n'a plus de sous, donc elle est plus intéressante non plus. Et les anciens collègues de travail, vous alliez pas boire des pots avec eux? Disons, maintenant, j'aurais plus les moyens de le faire, déjà. Mais un café? Oui, un café, ça va. Mais bon, le café, il est 3 à 4 francs. Je suis désolé, mais pour ce prix-là, on va se payer à manger plutôt. Parce que c'est vraiment... à la fin du mois, on compte les centimes. On compte les centimes. Et ça aussi, ça fait une exclusion. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce côté social d'aller boire un verre avec les amis, parce que c'est plus possible. Puis même moi, je veux dire, je peux pas accepter non plus qu'on m'offre tout le temps. Ça fait comme si on me faisait la charité, c'est très difficile à gérer, ça. J'aimerais bien pouvoir moi aussi offrir et puis être comme les autres, mais... Non, les amis se lassent facilement. Hein. Les amis, vous les avez pendant quelques mois, puis après, petit à petit, ils s'effacent, quoi, parce que on voit bien, il n'y a plus les mêmes centres d'intérêt, il n'y a plus les mêmes discussions, il n'y a plus... tout change, en fait. On est vraiment exclus, ouais, on est vraiment exclus. Anne-Marie, je peux prendre 3 ou bien même 4? D'accord, merci beaucoup. Il y a des fois, quand on est allé en ville, quand on a dû aller au niveau administratif, qu'on a dû lutter pour avoir des choses quotidiennes, c'est vrai qu'on a envie d'être seul parce qu'on n'a plus envie de communiquer. Séparée de son mari toxicodépendant, mère de 2 enfants, Dorothée vit avec 2000 francs par mois dans la campagne genevoise. Femme au foyer, Dorothée compte chaque centime en attendant d'obtenir l'aide sociale. Une situation qui force à l'isolement. On n'a pas le temps tellement de voir les gens parce qu'on court après tout, une carotte, une salade, un papier de toilette.
serviettes hygiéniques, à trouver une solution pour des trucs bêtes. Je manque d'encre ou j'ai pas de timbre ou j'ai pas d'enveloppe. Alors on essaye de trouver des solutions pour pouvoir continuer à faire ces papiers. On est continuellement dans le manque de plein de choses. Puis c'est ça qui apporte la solitude. Le regard des autres, il est lourd à porter. C'est plutôt le regard qu'on a sur soi-même, en fait. Prochain arrêt, gare, Cornavin, 1, 3... Il y a de la honte de toujours courir après des choses quotidiennes. Et des fois, j'essaye d'exprimer ma précarité ou le fait que je cours après tout. Mais les gens, des fois, ils n'entendent pas, ils changent de sujet, ou il y a un silence. Parce que c'est comme si je mentais, j'ai l'impression. C'est comme si forcément on a quelque chose à se reprocher, ou c'est comme si on mentait, comme si on n'était pas sincère. Et il vous reste combien d'amis? Alors j'ai juste Noël, une voisine en dessus, c'est la seule qui me téléphone tous les jours. J'ai Corinne, mais elle est à Lausanne, on se voit très peu. J'ai pas tellement d'amis, à part ces deux personnes? Oui. Quand on est seul, dans la précarité, on arrive à retrouver l'amour? Non, parce qu'on ne sort pas. et puis, voilà, on ne peut pas aller, chez le coiffeur, se pomponner, s'acheter des habits. Donc, on n'est pas très attirante. Et c'est vrai qu'on n'essaye pas de plaire. Et puis, on ne va pas dans les restaurants, on ne va pas dans des clubs. On ne fait rien pour retrouver quelqu'un. Vous y croyez encore? Oui, j'y crois, mais... thank you.